Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSema Show. Cette fois-ci pour, encore une fois, les news et actualités de la semaine au niveau technologique et nouvelles choses dans le genre. Premier petit changement, un petit peu les news de la chaîne. Bon, déjà, j'étais parti en Islande, donc il y a eu un plus gros trou au niveau vidéo que je ne l'espérais. Je pensais avoir plus de temps pour monter des vidéos avant de partir. Ça n'a pas été le cas. Il y a aussi une vidéo qui devait sortir mais qui a été retardée, donc ça c'était un petit peu embêtant. C'est une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Cette vidéo sponsorisée d'ailleurs permet en partie de financer la nouvelle caméra sur laquelle vous pouvez voir cette vidéo. Donc si vous ne savez pas, j'ai changé de caméra, donc je suis maintenant sur un Sony Alpha 7 Mark III, qui est un très bon appareil, surtout niveau photo. J'ai fait pas mal de photos justement en voyage en Islande. Et au niveau vidéo qui est aussi excellent, première chose c'est que il n'a pas de limite de record, donc ça c'est déjà un premier gros avantage, je peux filmer, voilà, il n'y a pas de limite de record. Avant j'avais le Lumix G7 qui est ici, qui est un objectif, actuellement c'est un objectif de 42 mm dessus, mais c'était pas forcément celui que j'utilisais le plus, qui était bien, mais voilà, qui était différent. D'ailleurs, le premier gros changement, et je suis encore un petit peu enrhumé, donc si je parle un petit peu du nez, c'est normal. Premier gros changement, c'est là que je peux me mettre en focus automatique. J'ai d'ailleurs le retour sur smartphone d'ailleurs, donc même si j'approche, je suis en mode oh, regardez, qu'est-ce que je pourrais montrer, cette batterie grip que j'ai pris pour l'appareil photo. Je peux être en mode, ouais, vous le voyez, ça focus dessus. Et ça, c'est quand même génial. Et puis après, ça refocus sur moi. Alors, vous allez me dire, bah, le Lumix G7, c'est faire ça. Il sait le faire, mais il est beaucoup plus lent. Et là encore, j'utilise un objectif Canon, techniquement. Enfin, c'est un Sigma qui est fait pour Canon, normalement, mais qui est juste excellent pour la production vidéo. C'est pour ça que je l'ai pris spécialement. Mais j'en ai des objectifs, on va dire, Sony de base. J'en ai un justement ici. Fonctionnent encore plus vite en autofocus, sont très rapides. Et l'autofocus est très bon. Là, il arrive vraiment à prendre mon visage et rien d'autre à côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, si je rapproche un peu le micro, par exemple, il pourrait arriver à focus dessus. Donc ce serait pas forcément toujours pratique. Il faut que je règle un petit peu mieux il faut que je trouve mes bons settings de focus, notamment peut-être lui dire de focus toujours dans la zone où il y a mon visage, vu que mon visage est toujours à la même zone, plus ou moins. Mais bon, il y a aussi un angle plus important, comme vous pouvez voir, parce qu'avant j'utilisais un objectif de, il me semble que c'était 25, il est là justement, c'était un 25 mm qui du coup était en f1.4, donc c'était pour avoir un magnifique flou d'arrière-plan. C'était un très bon objectif, c'est celui que j'utilisais dans toutes les vidéos jusqu'à maintenant sur mon Lumix G7. Mais comme il était en 25 mm, je pouvais pas, il fallait reculer quand même pas mal la caméra pour avoir un bon point de vue global. Ce qui est, selon moi, pas mal, parce que ça permet d'avoir un visage pas trop déformé, mais pour des vidéos face devant le PC comme ça, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose où on voit mieux en fait ce qui se passe. Là, vous voyez, je pourrais montrer quelque chose, je pourrais être en mode en train de parler de quelque chose, le montrer, vous pourrez le voir. Par exemple, sur mon téléphone, vous pourrez le voir. Alors que d'habitude, il y avait que juste mon visage. Donc voilà, premier grosse news, la nouvelle caméra. Je vais certainement reshoot d'ailleurs, à mon avis, la vidéo du dernier water cooling avec, parce que j'ai envie de faire une bonne vidéo de bonne qualité, montrer que je sais l'utiliser, et j'ai envie de justement vous montrer ce que ça donne avec une upgrade, et vous montrer pourquoi je upgrade niveau caméra, parce que je pense que c'est assez important de le justifier, parce que je m'amuse pas juste à acheter des trucs en mode « Ah, je vais prendre le truc le plus cher, ça devra marcher !» Non, j'ai fait énormément de réflexions avant de prendre cet appareil, je peux vous le garantir. Ok, alors première news de la semaine, c'est au niveau du Pixel 3 qui est enfin sorti, et aussi évidemment le Pixel 3 XL. Bon, je pense que le plus intéressant pour beaucoup de gens, ça va être le Pixel 3 XL, donc on va surtout parler de lui. Le Pixel 3 de base, pour information, n'a même pas de notch, il est plus petit et tout ça. Il fait un petit peu genre téléphone de 2014, mais avec des specs de 2018. Donc pour ceux qui aimaient justement les anciens designs, ça peut être un bon téléphone. Maintenant, le Pixel 3 XL, et ça énorme, c'est impossible de parler de ce téléphone sans parler de cette énorme notch au-dessus, cette énorme encoche. Regardez la taille de ce truc, quoi. Elle est énorme. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, mais pourquoi elle est aussi grande? Parce que si vous regardez au-dessus, quand vous voyez les deux capteurs photo et tout ça, il y a de la place. Il y a de la place. Alors ça pourrait être utilisé évidemment par le speaker chose, mais il y a forcément... On se demande pourquoi en fait elle est aussi grosse, cette encoche. Alors moi ma théorie c'est pour qu'il y ait une symétrie avec la barre en bas. Comme vous pouvez voir, la barre en bas est plutôt épaisse.
mais elle est à peu près de la même épaisseur au final que l'encoche au-dessus, donc c'est peut-être pour avoir une certaine symétrie, surtout si les gens décident de désactiver l'encoche, parce que si vous la désactivez, ça fait un téléphone, encore une fois, de 2015, avec genre un écran très fin sur le côté, mais des grosses bordures au-dessus et en bas. Donc à mon avis, c'est certainement pour ça en partie, mais après... Voilà, je sais pas, je suis pas designer chez Google, je sais pas ce qui est passé dans leur tête ou autre chose. Une chose est sûre, c'est le dernier téléphone de Google qui est évidemment très performant. Il a le dernier Snapdragon, il a encore une fois un seul capteur photo à l'arrière, comme vous pouvez voir, mais qui est excellent. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a énormément de vidéos que vous pouvez trouver en ligne. La plupart des gens pensent que le Pixel 2 en tout cas, et maintenant le Pixel 3 ont l'une des meilleures caméras que vous puissiez avoir, même s'il n'y en a qu'une. Et ça, c'est énorme. Franchement, c'est une très bonne chose parce que c'est bien d'avoir du bon hardware, c'est encore mieux de savoir l'utiliser pleinement. Et je pense que là, Google montre qu'ils arrivent à mieux gérer, même largement mieux gérer que Apple, et ça, c'est plutôt exceptionnel. Euh, Après, évidemment, le reste, ça peut être discutable. Alors, il y a lecteur d'empreinte à l'arrière, pas de lecteur d'empreinte dans l'écran, malheureusement, peut-être un peu trop tôt pour Google. Aussi, vous devez le voir, la finition à l'arrière, vous êtes en mode « Oh, ils ont réutilisé la même finition de métal et puis du verre au-dessus. » Non, en réalité, cette finition que vous voyez en bas, qui est mat, c'est du verre frosté, enfin, genre traité pour qu'il soit mat. Le problème, c'est que c'est un revêtement par-dessus, et le revêtement n'est pas en dessous du verre, il est au-dessus du verre. Et du coup, si vous avez une clé qui passe dessus, il y a beaucoup de reviews, vous pouvez aller voir d'autres. Par exemple, je vous invite à regarder la vidéo de Jerry Rig Everything. C'est un gars qui s'amuse à torturer les téléphones pour voir s'ils sont résistants. Et dans sa vidéo, juste un coup de clé dessus, c'est fini. C'est marqué à vie. Voilà, il faudra vivre avec. Du coup, je suis extrêmement partagé. Enfin, je suis en mode, mais pourquoi avoir fait ça? Enfin, pourquoi avoir utilisé un revêtement aussi peu durable, en fait? Parce que même le verre qui est en dessous est plus durable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le verre utilisé pour l'arrière est plus durable d'un point de vue griffure et tout ça. Et pourtant, ils ont mis quelque chose qui se griffe facilement. Donc, à ce moment-là, je suis en mode, quitte à mettre ça, mettez un arrière en plastoc, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, mettez juste un arrière en plastoc, alors, parce que ça reviendra au même. Parce que l'un des désavantages majeurs du plastique, c'est qui fait un peu cheap, et le deuxième, c'est qu'il se griffe facilement. Donc à ce moment-là, vous faites pas embêter ou autre chose. Enfin bref, c'est un petit peu ma plainte. Il a évidemment la dernière version d'Android, Android 9, et il tourne extrêmement bien, il est très fluide, comme beaucoup de gens l'ont mis dans les reviews. Je veux dire, d'un point de vue logiciel, d'un point de vue caméra, c'est un très bon téléphone. Le seul problème que beaucoup de gens ont, c'est l'encoche, et aussi le fait que, on va être honnête, les téléphones Google, je sais pas ce qu'a Google depuis qu'ils ont abandonné la gamme Nexus, ils ont du mal niveau design. Genre, leurs téléphones ils sont pas hyper beaux. L'arrière est beau, moi j'aime bien ce deux trucs, même si j'aurais préféré que ce soit du métal, évidemment. Mais l'avant, ça fait moderne, mais très ancien à la fois. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors personnellement, je suis prêt à sacrifier du design si le téléphone est vraiment bon, ce qui est en partie le cas de ce téléphone, mais après, il y a quand même des trucs genre cette encoche énorme qui, du coup, vous fait perdre de l'écran, hein, parce que vous êtes en mode « Ah mais non, mais l'écran, il va jusqu'au bord. » Oui, mais si une application doit supporter ce téléphone, ils peuvent presque rien mettre au-dessus. Il y aura la barre de notification, comme vous pouvez voir. La barre de notification, même elle est genre, elle a trop de place. Regardez ça, vous avez vu la place qu'il y a par-dessus chaque icône? Donc ouais, je suis très partagé. Certainement, enfin, je veux dire, si vous me donnez ce téléphone, je serais très content. Mais personnellement, je trouve que d'un point de vue design, c'est dommage que Google ne fasse pas un peu plus d'efforts. Parce que c'est selon moi vraiment le truc qui leur manque. Genre, si vous regardez Google et Apple, leurs téléphones Pixel sont tellement stables maintenant que ça ressemble énormément à des téléphones Apple. Il y a les mises à jour de sécurité, tout ça. Il y a une très bonne caméra et tout. Ils savent utiliser pleinement le hardware. Mais à côté de ça, le design ne fait pas rêver. Vous voyez, il fait pas rêver. Donc c'est un petit peu dommage. Regardez d'ailleurs, vous voyez la finition qui prend vite les traces et tout ça. Il y a des gens qui l'ont déjà griffé de partout, même juste en faisant des plans rapidement. C'est assez abusé. Dans tous les cas, ouais, c'est comme je le dis, un très bon téléphone. Si vous l'aimez vraiment pour ses capacités et pas pour le design,
bah, prenez-le, franchement. Enfin, je veux dire, bon, il reste cher, hein, faut pas déconner. Voilà. Mais oui, c'est à peu près ça. Great AI, donc très bonne intelligence artificielle avec l'assistant Google qui est encore meilleur. Du très bon software, mais du hardware, genre, mais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ils mettent, voilà, vous pouvez voir un petit peu les désavantages. Mais enfin, ils disent 4 Go de RAM. Personnellement, je suis pas entièrement sûr. 4 Go de RAM, c'est quand même très bon, même si évidemment, un petit peu plus de RAM, ça permet d'avoir plus d'applications en arrière-plan. Mais après, enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut vous dire, il y a un moment où vous pouvez vous dire, il n'y a jamais assez de RAM, parce que vous voudrez de plus en plus d'applications en arrière-plan. Donc personnellement, je trouve qu'avec 4 Go de RAM, si c'est bien géré, vous pouvez avoir pleinement d'applications en arrière-plan. Les iPhones ont 4 Go de RAM pour certains, et ils n'ont aucun problème. Donc pour moi, c'est pas ça le problème. La notch qu'ils ont mis, évidemment, apparemment ils disent la navigation qui est un peu... oui, le soft touch, évidemment, qui est le gros problème. Donc ouais. Personnellement, comme je dis, c'est un bon téléphone, c'est juste je suis pas convaincu par les qualités de design que Google a justement au niveau de leur choix de design. Tant qu'on reste dans les news Google, Google va vous faire payer, littéralement vous, oui, le consommateur, parce que ça va être répercuté sur vous, $40 par téléphone, jusqu'à $40 par téléphone en Europe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors c'est pas pour les téléphones Google, c'est pour tous les téléphones Android. Pour un simple nombre de raisons, on avait parlé d'une news il y a quelques temps où Google avait été condamné d'une amende enfin, devait payer une amende de 5 milliards d'euros, ou de dollars ? Non, dollars, 4 milliards d'euros, et pour la simple et bonne raison qu'ils s'amusaient à installer, enfin, qu'ils avaient des pratiques très discutables. Donc, je refais vite fait la situation. Donc en gros, ils avaient été accusés de forcer les constructeurs Android à utiliser leur application, à même payer certains pour qu'ils les utilisent, et empêcher d'utiliser, par exemple, le Play Store Google sans devoir inclure tous les autres services Google à côté. Vous allez me dire, ouais, d'autres compagnies font ça, Apple, Microsoft. Le truc, c'est qu'avec Apple, c'est Apple qui vend le téléphone, c'est leur système d'exploitation, c'est leurs applications. C'est pas la même chose. Avec Microsoft, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait Edge d'installer par défaut, personnellement, moi, ça me dérange pas. C'est comme si vous achetiez une voiture et que vous n'étiez pas content parce que des sièges dans la voiture étaient fabriqués par le fabricant de la voiture. C'est stupide. Selon moi, c'est stupide. J'ai toujours trouvé, d'ailleurs, Microsoft s'était fait taper sur les doigts à cause de ça. J'ai toujours trouvé ça stupide. Toutefois, ce qui n'est pas stupide, c'est de justement condamner une compagnie parce que ils vendent un produit qu'ils disent libre, comme Android, qui est très clairement, on dit oh, c'est libre Android, mais à côté de ça, ils forcent littéralement, hein, ils les forcent, ils les payent, ils condamnent certains s'ils n'utilisent pas tous les services Google dès que vous mettez le Play Store. Ça, c'est différent, c'est un abus de pouvoir réel. Une autre comparaison, ce serait encore une fois Microsoft. Même si Microsoft installe par défaut Edge, c'est pas le problème selon moi. Le problème, c'est par contre quand vous installez Firefox après, ou Chrome, il vous dit « Hey, t'es sûr de ne pas vouloir essayer Edge ?» C'est ça le problème. Là, ça devient un abus de pouvoir. Vous voyez, ils utilisent leur position pour continuer de mettre en avant leur truc. Ça, ils devraient être condamnés, par exemple. Après, c'est évidemment mon avis. Dans le cas de Google, je trouve que c'est logique de les avoir condamnés parce que vraiment, ils abusent de leur pouvoir. Si c'est sur un téléphone, évidemment, pleinement fabriqué par Google, no problème, mettez ce que vous voulez dessus. Mais là, vous vous rendez compte, il n'y a aucune concurrence qui peut apparaître parce que littéralement, Google est en mode « Hey Samsung, tiens, voilà de l'argent, maintenant, tu vas mettre tous les services Google sur ton téléphone. » Donc ouais, c'est surtout ça le problème. Du coup, là, suite à la condamnation, Google va faire payer $40, comme j'ai dit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, donc tous les téléphones Android en Europe, donc si vous êtes amis québécois, si vous regardez, ça vous ne concerne pas. Et en gros, c'est tout simplement pour contrebalancer en fait cette décision. C'est en gros, c'est vraiment un middle finger à l'Europe en mode hey, vous nous condamnez à 5 milliards de dollars d'amende, eh bien on va vous faire payer, on va faire payer aux consommateurs au final cette amende s'ils veulent certains trucs, notamment si un constructeur Android veut avoir le Play Store, eh bien il devra payer. Certains trucs ne sont pas payants, c'est fait exprès. Vous voyez, genre ils font payer en fait les trucs que les gens veulent vraiment, genre le Play Store. Qui ne voudrait pas le Play Store ? Il y a toutes les applications qui sont dessus. Évidemment, il y a d'autres stores qui existent. Vous avez le store Amazon. Vous avez aussi un store Samsung en partie, mais c'est plus pour des apps Samsung.
Mais là, c'est vraiment, genre, vous ne pouvez pas utiliser pleinement un téléphone Android sans avoir le Play Store. Du coup, ils le font exprès. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un middle finger. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils ont le droit. Ils ont pleinement le droit, en fait. Donc, voilà. Pour moi, le truc, c'est que ça pourrait créer, c'est que ça va peut-être aussi bien créer un truc où les constructeurs vont se dire, ah ok Google, tu fais ça, et ben Samsung va être en mode, ok, maintenant j'ouvre un store, le Samsung Play Store, qui du coup fera la même chose, et tout le monde peut valider ses applications, et du coup, ben, il pourrait juste, franchement, enfin, ça prendrait pas beaucoup de temps pour la plupart des développeurs de juste être en mode, ok, je le soumets sur le Play Store, puis je le soumets sur le Samsung Play Store. Ça prendrait pas beaucoup de temps, parce qu'il n'y a aucune différence dans la soumission, à mon avis. Ils pourraient juste faire un truc très similaire, et c'est développé pour le même système d'exploitation, donc il n'y a pas d'autres trucs, il n'y a pas des trucs à recoder derrière autre chose. Donc, pour moi, ils sont un petit peu peut-être en train d'inviter à ça. Il ferait mieux de faire attention, hein, parce que Samsung avait déjà essayé de faire leur propre système d'exploitation mobile avant. Ils sont peut-être un peu en train d'ouvrir la porte. Après, peut-être qu'avec Samsung, ils vont avoir un deal et personne ne va payer derrière. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, ces $40 vont forcément revenir sur nous et c'est dommage. Mais après, c'est dommage, mais ça fait partie un petit peu de cette guerre en quelque sorte. On peut pas condamner des fois une entreprise sans qu'elle essaye un petit peu de se débattre derrière. Donc, personnellement, je comprends qu'ils peuvent le faire, mais voilà, on verra bien ce que ça donnera dans tous les cas. Après, c'est jusqu'à $40, hein, je tiens à le préciser, ce ne sera pas forcément toujours $40. Et puis comme je le dis, à mon avis, Samsung, ils auront un deal parce que Samsung peut être en mode « Ah ok, vous faites ça, ben, on fait notre propre store » où au final, les applications seront exactement les mêmes, mais c'est juste que les gens devront les valider dessus. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, c'était quelque chose qu'on devait s'attendre à voir arriver. Alors, on va prendre un petit peu plus de vitesse, parce que j'ai beaucoup pris de temps sur les 2 premières news. Bon, c'était des news assez importantes, parce que ça va vraiment affecter chaque personne. Ok, donc nouvelle news au niveau de Windows 10. Donc pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une nouvelle mise à jour Windows pour octobre, qui, comment dire, a eu quelques problèmes, notamment le fait qu'elle supprimait les fichiers personnels de beaucoup de gens. Ce qui est assez marrant parce que quand vous réinstallez une grosse mise à jour Windows 10, il vous dit « Hey, bienvenue dans Windows, nous avons laissé tous vos fichiers là où ils étaient. » Donc c'est assez ironique en quelque sorte. Rassurez-vous, le problème a été fixé, mais ça a du coup soulevé un autre truc qui existe depuis pas mal de temps, c'est que il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Microsoft de ne pas assez tester. Le truc c'est que déjà, première chose bizarre, c'est qu'il y a des gens qui bêta-testent Windows. Évidemment, ce n'est pas des gens payés par Microsoft, comme c'était le cas avant. Pour information, il y avait toute une section de tests chez Microsoft qui était dédiée à tester l'OS. Ils ont viré tout le monde et ils ont fait un programme, enfin presque tout le monde, et ils ont fait un programme de bêta où les gens donnent des retours eux-mêmes. Ça peut avoir ses avantages, mais là, le truc, c'est que comment ils n'ont pas vu ce bug avec leur bêta, en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ça n'a pas été détecté plus vite ou plus tôt ou autre chose? Bizarre. Dans tous les cas, Microsoft a été accusé encore une fois de peut-être sortir les mises à jour un peu trop vite et ne pas assez les tester, ce qui devient vraiment un problème ces derniers temps, et ce qui est dommage en fait, parce que ça gâche un petit peu l'expérience Windows 10. Donc, si vous devez mettre à jour, je vous dirais d'attendre encore. Je vous dirais, à chaque grosse mise à jour Windows, attendez, juste quand il y a une grosse mise à jour, il vous prévient que c'est une grosse mise à jour. Si vous le voyez, dites-lui non, pas tout de suite. Essayez de la retarder le plus possible parce que, genre, à chaque mise à jour, il y a à chaque fois un petit problème comme ça. Donc, personnellement, j'attendrai à chaque fois. Là, j'attendrai personnellement aussi. De toute façon, ils ont arrêté le déploiement évidemment de la mise à jour parce que vous comprenez bien que si ça supprime des fichiers, ils vont pas laisser faire ça. Mais le déploiement devrait reprendre d'ici quelques temps. C'est juste que je vous dirais d'attendre. C'est pas pressant de faire cette mise à jour-là. Vous aurez toujours les mises à jour de sécurité derrière. C'est une mise à jour en partie cosmétique et de fonctionnalité, évidemment, mais elle n'est pas 100% nécessaire tout de suite, en tout cas. Donc, attendez et faites-la un peu plus tard. Faites attention de bien regarder que votre PC ne fait pas les mises à jour tout seul, des fois, par moment ou autre chose. Donc, ouais, ça peut être embêtant. Mais en tout cas, les grosses mises à jour, ils vous demandent normalement maintenant, depuis quelques temps, pour vous dire « Hey, quand tu veux la faire ?» ou autre chose. Et maintenant, les news niveau hardware, on en a pas mal. Il y a eu 2 grands lancements en à peine 2 semaines. Nous avons d'abord le lancement des Core i9
de 9e génération et Core i7 de 9e génération, ainsi que Core i5, il me semble, de 9e génération. Donc, notamment, le tout nouveau haut de gamme du milieu de gamme, donc le plus gros processeur que vous pouvez acheter sans partir dans le ultra haut de gamme, qui sera du coup le i9 9900K. C'est un nouveau processeur qui est du coup weaker, 16 threads, et qui pousse un petit peu plus on va dire la folie chez Intel vraiment. Donc il booste jusqu'à 5 GHz sur un cœur et il va jusqu'à 4,7 il me semble ou 4,6 sur tous les cœurs. Donc c'est un très bon processeur d'un point de vue performance, mais il y a eu quelques débats, nous allons le dire. Première chose, c'est que lors du lancement, Intel a utilisé des chiffres de performance et ils ont utilisé en fait un tierce, donc ils ont contacté une société pour faire des tests sur leurs processeurs et les processeurs AMD, et puis ils ont utilisé ces résultats de tests pour mettre en avant leurs processeurs. Donc, le problème, c'est que cette société-là a littéralement foutu en l'air les tests, ok. Il y a des vidéos sur Gamer Nexus, vous pouvez les regarder, notamment, c'est voilà, Intel Bullshit, vous voyez, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Ils ont été aussi voir les gens qui ont fait les tests. Donc vous avez plusieurs vidéos là-dessus qui ont fait pas mal de vues d'ailleurs sur la chaîne de Gamer Nexus. C'est en anglais, mais c'est une très bonne chaîne que je vous recommande chaudement. Et notamment dans les exemples, ils utilisaient un refroidissement Noctua haut de gamme, genre un HD U14S si je me souviens bien. Donc avec un 140 mm, donc un gros refroidissement à 60-80 € pour tous les processeurs Intel et les anciens processeurs AMD, oui, bizarre, mais sur le 2700X d'AMD, qui est actuellement le haut de gamme AMD, enfin haut de gamme en milieu de gamme, ils ont utilisé le refroidissement stock. Donc là, il y a déjà, vous voyez la disparité déjà là. Aussi, ils ont mis une fréquence de mémoire plus importante chez AMD, mais ils ont foutu en l'air les timings. Ça veut dire que même avec la fréquence supplémentaire, la RAM était plus lente. Donc il y a eu plein de traficotage par-ci par-là. Et au final, dans certains tests, le processeur Intel était 40% plus performant. Les gens se sont très clairement énervés et ils avaient totalement raison. Il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus. Les tests ont été refaits par la société et le 40% s'est transformé en 12%. Ce qui est quand même pas mal, hein, il ne faut pas déconner. Mais c'est plus la même chose. Et d'un point de vue test global, de toute manière, donc vous avez des tests sur à peu près tous les sites maintenant qui ont eu le processeur. Moi, je ne l'ai pas eu, donc je ne peux pas faire de test. Hein. Donc si Intel regarde, vous pouvez m'envoyer un processeur, comme ça je pourrais dire qu'il est très performant mais trop cher. Si vous voulez une personne en plus qui le dise, je ne sais pas, hein, vous faites comme vous voulez. Mais oui, il y a eu d'autres tests et en général, donc on peut regarder par exemple sur un de mes sites préférés qui est Tech Power Up, parce que j'aime bien le fait que ils testent énormément de jeux notamment, et du coup il y a des bons chiffres de tests et tout ça. Évidemment, regardez surtout si vous comptez acheter sur le maximum de sites possibles pour avoir un maximum de perspectives, comme je le dis toujours, c'est toujours mieux. Donc là notamment vous pouvez voir que d'un point de vue genre jeux vidéo, bon pas en 720p, enfin vous achetez pas un processeur pareil pour jouer en 720p, rien qu'en 1080p par exemple, c'est l'un des meilleurs processeurs que vous pouvez avoir pour jouer. Il est légèrement plus performant qu'un i7 8700K, il est plus performant clairement que le Ryzen 7 2700X, donc vous voyez que là il y a une différence de pratiquement 8%, mais voilà, c'est clairement, le résumé en fait de ce processeur là, c'est que c'est le processeur pour les jeux vidéo le plus puissant qui existe, c'est le processeur le plus puissant dans la gamme milieu de gamme avec des grosses guillemets de chez Intel. Le problème de ce processeur, c'est qu'il coûte actuellement, on peut aller sur les sites, 699 €. 699 €. Et ça, c'est top achat, c'est parmi les moins chers. Chez LDLC, c'est aussi 699 € d'ailleurs. Quoique, non, vous économisez 5 centimes si vous le prenez chez Top Achat. Très bonne affaire d'ailleurs, du coup, je suppose. Du coup, ouais, 699 €. Regardons le processeur auquel il est mis en face. Donc le Ryzen 7 2700X, qui, je vous rappelle, est un processeur qui du coup est 10%, enfin 8% moins performant. Dans les jeux, dans certaines tâches applicatives, c'est même pas forcément le cas. Il coûte actuellement 349 €. Donc là, vous commencez à voir le gros problème de ce processeur. C'est qu'il est excellent, certainement, hein, c'est très performant. C'est d'ailleurs l'un des plus performants chez Intel pour surtout les jeux vidéo.
Mais 699 €, c'est trop en fait. Donc c'est ça la deuxième polémique qu'il y a eu, en plus des résultats de tests complètement foutus en l'air, que Intel ne s'est jamais excusé d'ailleurs, et maintenant le prix qui est juste énorme. Et il y a eu aussi une troisième polémique, parce que oui, il n'y en a pas assez, vous voyez, genre il faut en rajouter derrière. Le fait que notamment, ils sont enfin passés à de la soudure sur ces Core i9. Je vous rappelle, c'est des Core i9 maintenant. Ça ne veut pas dire grand-chose au final, mais bon. Du coup, ils sont passés à de la soudure. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, avant les processeurs Intel, donc là, vous voyez le processeur vert. Donc, ça, c'est le processeur sans son capot. Puis, il y a un capot par-dessus qui le protège et qui permet de transférer sur une plus grande surface la chaleur, même si évidemment, en fait, le capot est surtout là pour protéger. Et le truc, c'est que jusqu'à maintenant, Intel utilisait depuis la troisième génération de Core Intel, donc les Core i7 et tout ça, ils ont utilisé de la pâte thermique qui était genre vraiment bof sur leur processeur pour justement lier ce capot et le processeur en tant que tel. Donc c'était l'interface thermique qui passait justement, qui faisait passer toute la chaleur du processeur. Et elle était bof, quoi. Beaucoup de gens se sont amusés à ouvrir le processeur, remplacer cette pâte thermique par une meilleure, tout simplement, qui marchait déjà mieux, ou même du liquide métal, donc c'est du métal liquide, tout simplement, enfin c'est vraiment ça, pour avoir des très bonnes performances. Et du coup, les gens étaient contents, parce que l'une des fonctionnalités du Core i9, justement, de ce nouveau Core i9, c'est qu'il est soudé, donc il utilise de la soudure, et la soudure est beaucoup plus performante pour transférer la chaleur, parce que c'est du métal. Le problème, c'est que, alors, cette soudure est quand même bien, même si un peu épaisse selon certaines personnes. Mais le problème, en fait, c'est que derrière, bizarrement, ils ont augmenté l'épaisseur de la couche de silicium protectrice du processeur. En gros, vous avez un PCB. Un PCB, c'est un morceau littéralement de plastique avec des circuits électroniques dedans. Donc votre carte mère, c'est un énorme morceau de plastique, donc qui est un PCB. Le processeur a un PCB aussi. On ne le voit pas trop parce que si vous regardez d'un côté, vous allez voir plein de connecteurs en or pour connecter le processeur, et de l'autre côté, vous allez voir le capot en cuivre qui est avec une finition nickel qui permet de justement transférer la chaleur. Mais il y a un PCB à l'intérieur. Il y a un bout de plastique littéralement dans votre processeur. Et sur ce bout de plastique, il y a notamment énormément de tracés d'électronique, notamment pour connecter chaque sortie du processeur. Donc il y a sur un processeur Intel, je vous rappelle, il y en a plus de 1500 pins, 1500 sorties, donc il y a 1500 petits connecteurs. Donc ce PCB sert juste à ça. Et le truc, c'est que du coup, vous avez le processeur, enfin vous avez le bas du processeur, vous avez le PCB, donc le morceau de silicium du processeur, donc le vrai processeur, est posé sur ce PCB et interconnecté avec. Et puis par-dessus, vous avez ce que vous voyez là, un petit peu en gris, même si c'est pas vraiment gris normalement, vous avez du silicium, encore une fois, mais pas conducteur d'électricité, qui est en fait une couche protectrice. C'est une sorte de capot encore en plus du capot. C'est pour justement quand ils assemblent le capot en métal pour éviter que le processeur se casse, ou sinon il se casserait très facilement parce qu'il est très fragile. Donc c'est une couche protectrice vraiment pour l'assemblage surtout. Parce que s'ils pouvaient juste mettre le capot en métal directement, ils le feraient certainement parce que ça voudrait dire meilleure performance. Le truc, c'est que sur ces Core i9 et sur les Core i7 aussi, ils ont mis une couche de silicium trop importante. Elle est genre vraiment épaisse. Vous pouvez voir des vidéos de Debauer là-dessus, notamment, donc il a une vidéo en anglais et une vidéo en allemand. Donc s'il y en a qui parlent allemand, ma foi, voilà. Donc il y a une vidéo là-dessus où vous pouvez voir la différence d'épaisseur et c'est énorme. Donc voilà par exemple le Core i7 8700K et le Core i9 9900K. Et comme vous pouvez voir, la couche de silicium ici est plus fine. Le PCB aussi est plus fin. Le PCB là est plus épais, mais ça c'est moins un problème en quelque sorte. Donc faut le préciser. Mais là la couche de silicium, encore en plus du PCB, est plus épaisse. On le voit clairement, il y a une différence de hauteur très remarquable en fait. Et du coup, le problème, c'est que ce silicium, il se débrouille niveau transfert de chaleur, mais même si vous avez le meilleur truc de transfert de chaleur, si vous augmentez juste l'épaisseur, c'est de la matière en plus que la chaleur doit pénétrer pour être dissipée. Et ça pose des problèmes de surchauffe, justement. Donc malgré le fait qu'ils ont utilisé de la soudure, à cause de cette augmentation de la hauteur du PCB et de cette couche protectrice, ça a réduit en fait, ça n'a pas vraiment
améliorer plus que ça les performances thermiques. Elles sont légèrement meilleures que par rapport à un i7 8700K. Enfin, ça dépend quel test vous utilisez aussi. Si vous utilisez Prime 95 qui supporte l'AVX, ça va chauffer comme pas possible, mais en même temps, c'est fait exprès. Donc, voilà, au final, les gens sont en mode... le problème, c'est que d'ailleurs, pour fixer ce problème-là, avant, ce qu'on pouvait faire, comme je l'ai dit, vous pouviez juste popper le capot, changer la pâte thermique, ce qui était très facile parce que c'est juste genre une pâte, vous l'essuyez avec de l'alcool très délicatement, vous remettez une nouvelle pâte thermique à la limite ou du liquide métal et c'était bon, c'était fini. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, si vous voulez le faire, il faudra ouvrir le capot, mais qui est soudé, donc il faut utiliser plus de force. Il faudra poncer, oui, je ne déconne pas, il faudra poncer le silicium ici pour réduire sa hauteur, parce qu'il y en a trop. Et puis il faudra mettre du métal liquide, et voilà. Donc, en gros, presque personne va le faire. Et j'ai l'impression qu'en fait, Intel a littéralement fait ça, genre... Je sais pas si c'est... Franchement, je suis en train de me demander s'ils sont pas en train d'essayer... Franchement, se moquer des gens, en fait. Parce que... Alors vous allez me dire, non mais Aurélien, tu n'y connais rien en processeur, il y a certainement une raison. Le truc c'est, on a des dizaines de générations de processeurs derrière nous. Vous pouvez aller revoir des processeurs de v'là 10 ans. Jamais ils n'ont fait un truc pareil. Jamais. Pourquoi ? Et jamais, même avant, sur leurs processeurs, eux, ils ne le faisaient pas. Même sur leurs anciens processeurs. Genre, vous allez me dire, c'est parce qu'ils sont passés à 8 cœurs, peut-être. Non, ils ont des processeurs 18 cœurs sur le haut de gamme, et les processeurs 18 cœurs n'ont pas ça. Ils n'ont pas une augmentation de la couche non plus. La seule raison, moi, que je vois vraiment, c'est... Bon, évidemment, en augmentant cette couche-là, ça augmente la résistance du processeur à l'assemblage. Donc, il y a une petite raison qui pourrait être invoquée, c'est que comme ils soudent maintenant... c'est pour éviter qu'ils perdent des processeurs, parce que quand vous allez souder, vous allez perdre des processeurs, parce que une soudure va mal se passer des fois, parce que c'est fait par des robots, hein. Il y en a qui vont ne plus fonctionner après, donc peut-être que pour limiter les pertes, ils ont augmenté la hauteur justement de cette couche de silicium pour éviter justement les pertes de processeurs au maximum et en avoir le plus possible. Ce qui est selon moi la théorie la plus logique jusqu'à maintenant, surtout qu'en plus ils ont des problèmes d'approvisionnement, je vous rappelle, ce qui a fait augmenter le prix des autres processeurs. Vous pouvez même aller voir le i7 justement 8700K, même lui a juste... Oh, j'ai essayé de rechercher un mauvais truc. Le i7 8700K a juste explosé niveau prix aussi. Il a 539 alors qu'il était à 400 € avant, ce qui était déjà très cher selon moi, mais bon, c'est encore pire quoi. Donc, c'est certainement selon moi la meilleure théorie derrière. Après, il y a aussi à se demander si des fois ils le font juste pas exprès en fait. Genre, enfin, pas exprès, mais genre ils sont en mode oh oui, on va vous mettre de la soudure les gens. Mais en fait, on vous écoute, mais derrière, on fait quelque chose d'autre qui, au final, fait que ça revient au même. Vous voyez, ça revient au même. Et c'est même pire, en fait, parce que maintenant, même les gens qui retiraient le capot, ben, ils peuvent plus le faire. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Intel est en train de... Ils font exprès, quoi. Ils font vraiment exprès d'écouter à moitié les gens, mais au final, de toujours faire quelque chose pour qu'ils s'en sortent le plus financièrement, en fait. Donc, ouais, beaucoup de gens ont été très mécontents, encore une fois, par rapport à ça. Donc, vous avez la première polémique des tests, vous avez la polémique de prix, et maintenant, vous avez la polémique de ça, et c'est juste genre, les gens sont très mécontents. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est des très bons processeurs. Je veux dire, si vous les aviez gratuitement, enfin, si vous gagnez un concours avec ces processeurs-là, ils sont excellents. Genre, il n'y a aucun problème à les avoir. Ce sont des très bons processeurs. Mais derrière, toutes ces, vous voyez, ces techniques marketing derrière gâchent littéralement le produit. Et c'est vraiment dommage, en fait. Donc, ouais. Encore une fois, comme je vous le dis, enfin, je veux dire, si vraiment vous recherchez un bon processeur pour jouer, limite, enfin, même le 8700K a tellement augmenté de prix, mais limite, celui-là est meilleur selon moi parce qu'il est pas très loin niveau performance et il coûte beaucoup moins cher. Mais même d'un point de vue logique, et surtout, le truc, c'est que maintenant, il y a des gens qui ont des écrans 1080p, enfin, qui ont plus que du 1080p. Là, on voyait les tests en 1080p, vous voyez, 8% en 1080p. Mais si vous passez en 1440p, c'est facile d'avoir un écran 1440p maintenant, ils sont à même pas 200 €. Regardez la différence de performance maintenant. Donc, le 2700X maintenant a plus que 4% de différence. 4%, c'est presque plus rien. Le truc, c'est que, regardez la différence de prix. Vous pouvez littéralement acheter un Ryzen 7 2700X, une carte mère, je ne déconne pas, et même un refroidissement pour le refroidir, mieux que le refroidissement par défaut, pour le même prix que
un i9 9900K. Et du coup, là, il y a un moment où vous dites, ça vaut juste pas la peine, en fait. Parce que vous pourriez même mettre en mode, ok, je vais prendre le Core i9 et une GTX 1080, ou alors je prends le Ryzen 7 et une GTX 1080 Ti. Parce que vu la différence de prix, vous pouvez littéralement faire ça. Vous pourriez vraiment le faire. Et le truc, c'est, oui, alors, le Core i7, le Core i9 aura des meilleures performances, mais le fait que vous avez pris une 1080 Ti va vous donner plus de performance, quoi qu'il arrive. Et de toute manière, si vous jouez en 1440p, vous ne verrez même plus la différence. Donc ouais, au final, je suis en mode, ça vaut juste pas la peine. Et le truc, c'est que il n'y a pas juste les processeurs AMD qui sont intéressants, évidemment, mais d'anciens processeurs Intel sont toujours très intéressants, du coup, par rapport à cette logique-là. Vous pouvez, par exemple, prendre les Core i5 qui sont passés au Seeker et qui sont largement suffisants. Vous avez notamment le i5 8400 qui a des gros problèmes d'approvisionnement, mais il a d'ailleurs augmenté pas mal de prix. Il était à 200 € avant, pour information. Maintenant, il est à 259. Mais à 259, si vous voulez vraiment un processeur Intel, c'est un très bon processeur. Mais à côté de ça encore, en plus, je suis en mode, ok, un Ryzen 7, c'est très intéressant, mais pour avoir des Ryzen 5 de nouvelle génération, qui sont à même pas, genre, si vous regardez un 2600, voilà, le 2600, ou même un 2700X, ils sont à 229 €. 229 €. Au final, je suis en mode, ça ne vaut même pas la peine en fait. Ça ne vaut même plus franchement la peine d'acheter les tout gros processeurs. Parce que si vous comptez juste jouer, vous n'avez pas besoin d'un processeur weaker. Vous n'avez pas vraiment pas d'un processeur weaker. Même le processeur AMD. Prenez un Seeker, ça vous suffira amplement. Même si vous le prenez chez Intel ou chez AMD, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez, ça sert à rien. Vraiment. Il y a même des tests qui ont été faits pour voir si le Ryzen 7 2700X pourrait réduire les performances d'une d'une RTX 2080 Ti, et dans les chiffres de performance, ça pourrait réduire les performances par rapport à justement des Core i7 ou Core i9, mais seulement en 1080p principalement. Dès que vous passiez en 1440p, la différence devenait minime, et dès que vous passiez en 4K, elle était non existante. Et le truc, c'est que vous n'achetez pas une RTX 2080 Ti pour jouer en 1080p, c'est stupide. Donc ouais, j'ai l'impression un peu de m'énerver là-dessus, mais c'est juste genre, c'est devenu stupide en fait. C'est vraiment devenu un peu stupide. Dans tous les cas, Intel, félicitations, tu as le meilleur processeur. Mais à côté de ça, je pense que beaucoup de gens vont commencer à acheter encore plus de processeurs AMD parce qu'ils vont en mode, je pourrais prendre un processeur à 700 €, ou alors je pourrais prendre un processeur à 350 € qui fait pratiquement la même chose, juste un petit peu moins performant, et derrière, je peux me prendre une bien meilleure carte graphique. Donc ouais, ma foi, bravo Intel, vous avez réussi, je suppose. Et enfin, du coup, une petite dernière news, non, c'est l'avant-dernière news, RTX 2070 est sortie. Là, ça va être très facile de résumer. C'est une 1080p un peu plus performante, une GTX 1080 un peu plus performante, qui a évidemment les nouvelles fonctionnalités NVIDIA au niveau du ray tracing. C'est d'ailleurs, il me semble que la RTX 2060, s'il y en a une, ne sera pas vraiment fait pour le ray tracing plus que ça. Donc c'est vraiment, c'est votre ticket d'accès selon moi au ray tracing. Donc elle est à, alors le niveau des prix, surtout en Europe, ça va. Franchement, ça va par rapport aux autres. Comme j'avais dit, la 2080 et la 2080 Ti étaient juste trop chères en fait. Mais là, si vous regardez, vous pouvez acheter une 2070 pour 519 €. Et chez Top Achat, par exemple, une 1080, une GTX 1080, vous pouvez l'avoir pour 500 €. Donc c'est très similaire niveau prix, et elle est légèrement plus performante. Par contre, il y a des trucs des sites de tests qui ont indiqué, elle consomme un petit peu plus, vu qu'elle a plus de matériel pour justement le ray tracing. En fait, le processeur graphique est plus gros, donc forcément, il va consommer un peu plus d'électricité et tout ça. Mais voilà. Après, il y avait aussi des problèmes comme quoi elle est un peu limitée au niveau overclocking. Donc, à la limite, si vous êtes... En gros, je vais le faire comme ça. Si vous pouvez en avoir une pour le même prix qu'une 1080, ça vaut la peine. Par contre, si vous êtes gros overclocker, prenez une 1080. Parce que vous pourrez plus l'overclocker pour avoir plus de performance en arrière-plan. Après, si elles sont vraiment au même prix, là, ça devient très discutable quand même. Même s'il y a quand même une petite différence. Vous voyez, par exemple, une Gigabyte, une GTX 1080, c'est 500 €. Et une 2070, genre Gigabyte, qui serait du coup équivalente, c'est 539. Donc, vous voyez, il y a une différence de 40 € quand même. Donc, c'est discutable, vous voyez. Mais ça changerait au fait que
au final, c'est le résumé un petit peu d'à chaque fois de la nouvelle génération Nvidia. C'est des bonnes cartes, mais elles sont un peu chères. La 2070 a moins de problèmes à ce niveau-là, évidemment. Comme je dis, elle est à peine plus chère qu'une 1080 pour plus de performance réellement. Hein. C'est pas non plus incroyable, mais il y a plus de performance. Donc voilà, c'est à vous de voir. Par contre, la Thunder Edition est vendue 599 €. Donc là, personnellement, je la prendrais pas. Même si elle a le meilleur refroidissement et tout ça. Prenez, regardez. Enfin, je veux dire, il y a une Gigabyte pour 539 qui, franchement, est très bonne. Quoi. Il y a 3 ventilateurs, elle sera très bien refroidie et très silencieuse. Donc, je vois pas l'intérêt. Vous aurez du coup, évidemment, dans la table des matières, le site avec toutes les reviews de toutes les publications. Il y a les numériques qui ont fait un test FR. Et il me semble que Cocotland... Ah, ils n'ont pas encore, par contre. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs. J'aurais bien voulu l'avoir. Mais bon, vous avez à peu près de quoi lire et vous rendre compte, tout simplement, si c'est vraiment la carte pour vous. En tout cas, selon moi, de ce que je vois, la 2070 est certainement l'une qui prend le plus d'intérêt dans la nouvelle génération, même si elle ne fait que remplacer quelque chose qui était déjà très bon. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu dommage au final. Donc ouais, à voir si les prix évoluent, mais pour le moment, je ne crois pas que ça bougera beaucoup. Non, je viens de me rendre compte que le truc avait arrêté d'enregistrer. Donc il y a peut-être une limite de record sur le Sony A7. Je sais pas. Oh, c'est peut-être un petit peu embêtant. C'est pas grave. Dernière news, c'est au niveau de Vivaldi. Donc ma foi, vous n'aurez pas eu ma tête jusqu'à maintenant. Ça peut être problématique. Bon, après, vous aurez dû avoir ma tête pour la moitié de la vidéo au moins, donc c'est pas trop problématique. De toute façon, j'étais juste en mode wow, pourquoi une telle? C'était basiquement ça en fait. Donc Vivaldi, qui est un navigateur, si vous ne savez pas, qui est fait par les anciens de chez Opera. Et c'est un navigateur assez intéressant. J'en parle un petit peu parce que personnellement, je pense que je vais le réessayer de l'utiliser. Parce que la première version était bien, mais il y avait des trucs un petit peu genre mais. Donc là, apparemment, ils ont pas mal fait de changements. Ils ont fait beaucoup de changements par rapport à la communauté, tout ça. Donc je suis assez intéressé parce que est-ce que je suis le seul à trouver en ce moment que Chrome me les casse, ok? Genre, j'en ai marre de Chrome, personnellement. Il prend énormément de RAM. Il est lourd par moments sans aucune raison. Il a du mal avec certains trucs. J'ai déjà essayé de le réinstaller tout ça, mais juste, il y a des trucs qui fonctionnent plus comme avant avec Chrome. Il est devenu trop lourd en fait, selon moi. Surtout au niveau processeur. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser Chrome sur un... Le truc, c'est que je me souviens de là quelques années où vous étiez en mode oh, t'as un petit PC, mais Chrome, ça marche nickel. Maintenant, vous mettez Chrome sur même un ordinateur portable, un minimum décent, genre avec un petit Core i3 ou autre chose. Il a du mal. Il pousse le processeur à fond, il prend des ressources comme pas possible. Au point même que Firefox est plus léger d'un point de vue processeur et un peu plus au niveau RAM aussi. Donc ouais, personnellement, je suis assez déçu par les navigateurs en ce moment. Firefox aussi a ses propres problèmes. Ils essayent trop de faire comme Chrome et enfin ça devient bof quoi. Donc je suis plutôt intéressé d'avoir un vrai bon navigateur que je suis en mode oh, je suis content de l'utiliser, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que ces derniers temps, j'en ai juste marre en fait de Chrome par exemple. La dernière version de Chrome a quand même réglé certains problèmes pour moi, je tiens à le préciser. Il est un petit peu moins pire, littéralement. Mais quand même, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Donc ouais, je voulais surtout en parler pour ça. Du coup, s'il y en a qui veulent tester avec moi en même temps, on va essayer de voir si Vivaldi marche bien. Peut-être qu'on se dira, je vous dirai la semaine prochaine comment ça s'est passé, en essayant de l'utiliser un petit peu avec mon compte principal sur lequel je regarde toutes mes vidéos et tout ça, et je surfe un petit peu sur internet. Dans tous les cas, ouais, je trouvais ça plutôt intéressant, vu qu'il y a très peu d'acteurs dans ce milieu-là. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et d'autres vidéos évidemment sur la chaîne avec la nouvelle caméra qui du coup je ferai attention cette prochaine fois de regarder si elle est toujours en train de record. Alors ouais, non, c'est de ma faute en fait, j'ai désactivé le bruit. Normalement elle fait du bruit quand on lance le record ou quand on l'arrête et j'ai désactivé ça parce que j'étais en mode oh ça fait trop de bruit. Je pense que je vais les réactiver, comme ça je serai sûr d'entendre quand elle s'arrête ou autre chose. Dans tous les cas, merci à tous, dites-moi ce que vous pensez de la qualité peut-être. Bon, ça devrait pas énormément changer par rapport à l'autre parce que c'est compressé YouTube et que l'autre faisait quand même du 4K et tout ça, enfin ça allait encore quoi. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous de regarder et salut à tous.